Vous avez tous déjà entendu ces phrases « la violence ne résout rien »,« il faut toujours choisir, privilégier le dialogue »,« lui répondre, c'est s'abaisser à son niveau », typiquement une phrase que te sortait un prof relativement dépressif qui te retenait de te battre quand on avait insulté ta mère en primaire, et ça c'était illégal quand même. On nous sort ces phrases-là un peu à toutes les sauces, notamment Biggie Burger. Comme si ces phrases-là, cette appréhension-là de la violence, c'était une vérité absolue. Mais est-ce que ça colle vraiment avec la réalité? D'où vient cet esprit anti-violence, cet esprit de la non-violence? Parce que le vrai paradoxe, c'est qu'on vit aujourd'hui, en France en tout cas, en Occident de manière générale, on vit dans une société qui n'a jamais autant condamné la violence, qui valorise la non-violence à tous les étages, et pourtant, jamais aujourd'hui, la violence n'a autant explosé autour de nous. On est de moins en moins capable d'y faire face, alors même que cette violence-là, brute, un peu brutale, revient en force dans la rue, dans les écoles, dans certains faits divers atroces que vous connaissez, et parfois même sous forme d'émeutes très violentes, comme on l'a vu lors de la victoire du PSG face à l'Inter 2000 ans. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied à force de diaboliser la violence? Est-ce qu'on confondrait finalement pas tout entre la force brute, la force légitime, la défense et l'autorité? Aujourd'hui, tenez-vous bien parce que je vais vous montrer pourquoi le vrai enjeu dans nos sociétés aujourd'hui, c'est pas de fuir la violence, c'est pas de diaboliser la violence, mais de redevenir capable de l'assumer, de la canaliser et surtout, de la choisir. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le quoi? C'est super important pour le référencement. Soyez capable d'être violent ou disparaissez. C'est parti. Deux secondes avant qu'on continue la vidéo, dans cette enquête, j'espère que tu vas capter un truc qui est essentiel. Ce truc essentiel, c'est qu'on vit pas juste une crise de la violence, une crise de la virilité, une crise de l'autorité, mais on vit une crise de puissance. Une crise de mecs et de femmes qui ne savent plus s'imposer, qui sont plus capables de dire non, qui ne savent plus encaisser, qui n'ont plus de discipline, qui n'ont plus de motivation dans leur existence. C'est pour ça que j'ai lancé ma newsletter qui s'appelle Le Combat pour Soi. C'est quoi Le Combat pour Soi? C'est gratuit, c'est une newsletter que je t'envoie une fois par semaine, tous les lundis matins. C'est évidemment pas un spam bien-être à la con. C'est une lettre que j'écris pour ceux qui veulent reprendre les choses en main, ceux qui veulent reprendre leur vie en main. Pas juste pour faire des pompes et lire Sénèque et devenir un stoïque de YouTube, mais pour redevenir solide dans leur tête, solide dans leur corps et solide dans leur temps. Être debout dans un monde en chaos. On y parle dans cette newsletter de concentration, de virilité. Parfois, on aborde un peu le sujet de la testostérone. On y parle de l'importance du silence, de la présence, de la gestion du conflit et de l'acceptation du conflit dans nos vies. En gros, comment tu fais pour tenir une ligne quand tout autour de toi te pousse à plier, notamment les réseaux sociaux, les écrans, le porno, enfin bref, toutes les attaques que on mène contre ton bien-être. Comment tu fais pour redevenir capable de te battre, mais aussi capable de choisir de ne pas le faire, capable de mener ta vie au lieu de la subir. Franchement, si le sujet de cette vidéo te parle, si le sujet de la violence et de la capacité à être violent te parle, tu vas kiffer ma newsletter. Tu t'abonnes, c'est totalement gratos, tu lis et tu me fais tes retours. Et si c'est pas pour toi, juste tu te désabonnes. Mais si c'est pour toi, je te garantis que l'expérience que j'y apporte, donc c'est une expérience que j'ai vécue depuis 1 an et demi où j'ai repris un peu ma vie en main, l'expérience que je t'y apporte, elle peut changer radicalement ta trajectoire. Le lien est dans la description, je t'attends dedans, je te fais confiance et j'espère te retrouver lundi prochain à 9h pour qu'on puisse échanger autour de la discipline, de la motivation dans le combat pour soi. Alors, cette vidéo, elle se doit d'être extrêmement structurée. Et déjà, si je vous demande d'être capable d'être violent, il faut qu'on arrive à définir la violence. Il faut définir ce qu'est la violence. C'est quoi la violence? Et surtout, c'est quoi la place idéale de la violence dans une société? Violence, ça vient, vous le savez, du latin violentia, qui veut dire la force et la puissance. Et c'est une étymologie qui est extrêmement intéressante. Pourquoi elle est extrêmement intéressante? Parce qu'à l'origine, le terme, il est neutre. La violence, c'est ni bien ou mal, c'est comme ça. Yves Michaud, qui est un spécialiste de la violence, sympa le mec, il explique que la violence, c'est agir de manière indirecte ou directe en portant atteinte à l'intégrité physique, morale ou symbolique d'autrui. Et là, vous allez me dire, oui mais Georges, cette définition est extrêmement large et elle s'applique quelque part un peu à toute l'humanité et à tous les temps. Alors oui, peut-être que c'est le cas, peut-être aussi que la violence est intrinsèque à la nature humaine. Pour ça que sa définition est aussi large. Petit détour par la science, vous me connaissez. Aujourd'hui,
on part d'un postulat qui est assez dégueulasse, franchement pas ouf, qui consiste à dire que la violence, elle est mauvaise en soi. Or ça, cette posture-là, n'a aucun sens. Cette posture n'a aucun sens pour plusieurs raisons. L'homme, vous le savez, est un être biopsychosocial. Ça veut dire qu'il est traversé par des pulsions, traversé par des instincts et par des tensions intérieures. Il y a un truc qui bouillonne en lui. Il est fait de ça. Il est fait de ces pulsions-là, l'humain. Et parmi ces pulsions-là, on a la violence. Mais c'est pas parce qu'il est malade qu'il est violent, c'est parce que la violence fait partie de notre évolution. C'est une énergie qui est fondamentale et qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le règne animal. En neurosciences, on parle de système défensif prédictif et en anthropologie, on explique parfois que la violence est structurante dans la construction d'un individu. Elle est innée, elle fait partie de notre système nerveux central, on en trouve des traces dans notre cerveau, parce que c'est comme ça. La violence a été sélectionnée au sein de notre évolution. Elle fait partie de nous. Donc la violence, elle n'est ni bonne ni mauvaise. En vrai, elle est. En revanche, différence, son usage, lui, il peut être moralement bon ou mauvais. Et c'est pas la violence qui est condamnable, c'est la violence absolue et permanente. C'est la violence de la guerre totale, c'est la violence du sadique, celle qui n'a aucune limite, c'est la violence gratuite qui ne répond à aucune finalité rationnelle qui est condamnable. C'est la saevitia. En latin, il y a une différence, il y a saevitia. Donc la saevitia, c'est la cruauté. En éthique, on va distinguer l'acte et la fin de l'acte. Et si on applique l'éthique à la violence, ce qui importe dans une situation, c'est pas la violence, mais à quoi elle sert. Si demain, par exemple, toi qui regardes cette vidéo, tu tues quelqu'un, c'est a priori moralement pas ouf. Si demain, tu tues quelqu'un qui te menaçait, a priori, c'est moins emmerdant. Et si demain, tu tues quelqu'un qui menaçait de décapitation une classe de CE2, alors là, ta violence, elle est moralement bonne. La morale a évolué en fonction de la situation, mais la violence en elle-même est restée la même. T'as tué quelqu'un. Et le rôle d'une société, ça n'est pas d'éteindre la pulsion de violence et de conflit qu'il y a en chacun d'entre nous, mais c'est de la sublimer, c'est de la canaliser, c'est parfois de lui donner un autre débouché, une autre trajectoire que la violence brute. C'est ça, en fait, l'histoire de l'humanité. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est pas l'histoire de l'éradication de la violence. Ça, c'est faux. C'est l'histoire de la canalisation et de la différenciation. Différenciation entre saevitia, dont je vous parlais tout à l'heure, la violence qui est brutale, violence irrationnelle, violence excessive, destructrice et quelque part un peu bestiale, un peu instinctive. D'un côté, c'est une violence qu'on peut condamner. Et de l'autre, c'est la violence vis justa, qui est la force légitime, la force rationnelle, proportionnée et constructive, qui s'inscrit dans un but. Et si aujourd'hui, on a en France une mauvaise perception de la violence, si on n'ose pas employer la violence, c'est parce qu'on confond plusieurs choses. On confond violence gratuite, la violence défensive, la force légitime et la contrainte, qui est souvent éducative. Par exemple, si on prend la définition de l'OMS, qui a défini la violence. L'OMS dit que la violence, c'est une utilisation intentionnelle de la force physique, de la menace qui entraîne un traumatisme. Le problème, c'est que cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, cette définition de l'OMS, elle va pathologiser toute confrontation physique. Elle fait de toute confrontation physique et de tout conflit une maladie, un truc pas net, un truc pas normal. Elle fait du moindre conflit un traumatisme, alors que le conflit, encore une fois, est le fruit des rapports humains. Tout le monde expérimente le conflit depuis l'histoire de l'humanité. Et en condamnant la violence en soi, on fait deux erreurs. On condamne moralement une donnée biologique ce qui n'a pas de sens. Et surtout, on confond la violence juste, la vis justa, dont je parlais tout à l'heure, et la violence injuste, la saevitia. Et vous allez voir que les conséquences de cette confusion sont dramatiques, littéralement dramatiques. Alors ça va être extrêmement synthétique, mais je vais essayer de résumer l'histoire de la violence dans l'humanité. Parce que la violence, la brutalité, le conflit a toujours été constitutif de l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, c'était la violence un mode de régulation sociale parfaitement normal. On pourrait parler des sociétés antiques, comme les sociétés grecques, qui avaient coutume de ritualiser le conflit, de rendre la violence spectaculaire, de l'intégrer littéralement socialement. Mais on a eu ça plus tard en Occident aussi. C'était l'époque des duels, de l'esprit chevaleresque. C'était faire usage de la violence en vue d'un plus grand bien. Et plus tard, ça donnera les duels d'honneur qui étaient acceptés en France jusqu'au XXe siècle. Les crimes, c'était les crimes d'honneur, c'était la bagarre au bar et même des bastons dans la cour de récré, par exemple. Fun fact, je me rappelle que moi, dans mon école primaire, je me battais un peu tout le temps. Alors, j'étais pas spécialement violent, mais quand il y avait une galère, ça se réglait à l'ancienne avec la petite poignée de main qui va bien à la fin de la bagarre. Ah, big up à Farah s'il regarde cette vidéo. La violence était aussi à l'époque éducative. C'était la contrainte éducative dont je parlais tout à l'heure. Jusque dans les années 60
et 70, on tolérait les châtiments corporels à l'école avec le principe éducatif qui en dit long sur notre société, à savoir qui aime bien, châtie bien. Si tu parlais mal à ton daron, grosse paire de tartes, grosse paire de claques et énorme tarte, et c'était fini. Tu parlais plus mal à ton daron. C'est un peu comme ça que les sociétés ont évolué jusqu'au XXe siècle. Donc la violence, elle était intégrée à la société. Non pas, et c'est important de le rappeler, non pas parce qu'on était des sociétés fondamentalement violentes ou qu'on était des sociétés barbares, mais parce qu'on intégrait des éléments de la nature humaine au sein de nos sociétés. Et ce rapport à la nature humaine commence à changer avec l'apparition de ce que Max Weber appelle l'État moderne. Lui, il dit que à partir de 1919, l'État devient progressivement la seule communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage de la force physique. La grande définition qu'on retient, c'est le monopole de la violence légitime. Et progressivement, un processus qui a commencé dès le XVIIe siècle, avec l'apparition de la centralisation de l'État, on va interdire la violence qui émane de l'individu. On interdit les duels, on interdit à la personne de se faire justice soi-même. On crée des forces de police nationale et petit à petit, la seule façon qu'on va avoir de gérer un conflit va passer par l'État. On se met à déléguer à l'État la gestion de la violence. Mais c'est encore, jusqu'au début du XXe siècle, c'est encore une espèce de partage des responsabilités vis-à-vis de la violence. La violence est tolérée et acceptée dans les milieux privés, mais elle se déplace progressivement vers l'État. Mais arrive un événement dramatique qui va complètement, potentiellement d'ailleurs à juste titre, diaboliser la violence, et cet événement, c'est l'industrialisation de la mort lors de la Première Guerre mondiale. Au sortir de cette guerre, la France sort brisée, on parle de 1,4 million de morts, on parle d'un territoire ravagé, on parle d'une génération d'hommes décimés et traumatisés, et on voit parfois dans les rues de Paris à cette époque-là la violence subie sur les gueules cassées. Et à ce moment-là, on se met légitimement, à l'époque, à diaboliser la guerre. C'est l'époque des slogans « plus jamais ça » ou « la der des der ». Sous-entendu, la dernière fois qu'on fait la guerre. Le culte de la paix à tout prix va devenir, autour des années 30, une doctrine politique qui entraîne beaucoup de renoncements dans les années à venir, ce qu'on appellera plus tard l'esprit munichois. L'esprit munichois, c'est quoi? C'est des mecs qui ont été traumatisés par la Première Guerre mondiale et qui, à tout prix, se refusent à entrer dans une deuxième guerre. Dans les années 20, le ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, milite pour la paix et souhaite, via le pacte Briand-Kellogg, mettre la guerre hors la loi. C'est important ça, c'est important. Mettre la guerre hors la loi, mettre le conflit hors de nos civilisations. C'est à cette époque-là que cette idéologie prend racine. Pierre Renouvin, historien de la période, explique que c'est pas seulement la guerre qu'on se met à éviter dans les années 20, mais on se met à redouter la force, la virilité et le conflit dans son ensemble. L'idéologie pacifiste va prendre son essor à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons assez évidentes. Et depuis 1945, on assiste un peu à un double mouvement vis-à-vis de la confrontation, vis-à-vis du conflit de manière générale et de la violence. Premier mouvement, d'un côté, on a une condamnation de toute forme de conflictualité et de domination. Et de l'autre, on a le développement de ce que Marcel Gauchet, l'historien Marcel Gauchet, appelle une moralisation des sociétés occidentales. On fait le tri entre ce qui est bien et ce qui est pas bien, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Alors, j'ai tenté de faire un résumé très grossier de la violence dans nos sociétés occidentales, mais en gros, on est passé en un siècle d'un monde où la violence faisait partie de la vie, où on était, à titre individuel, familier de la violence, parce que cette violence était encadrée, parfois c'était une violence qui était noble, à une société où toute forme de conflit est vécue comme une pathologie et est perçue comme moralement, important la morale, moralement condamnable. Et finalement, ces 50 dernières années, ça va être le refus de la violence poussé à son extrême, refus de la confrontation et diabolisation de la force. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur la moralisation du débat public à partir des années 45, c'est que la violence va être perçue comme le mal absolu. Alors, ce basculement, on l'a vu, se fait au nom de la paix, mais aussi d'une idéologie où le simple fait d'affirmer, de se poser, d'affirmer un désaccord est suspect. On a cherché, depuis 1945, à éradiquer la violence et le conflit. Non pas seulement dans les actes, mais dans les gestes, dans les mots, dans les symboles, dans notre histoire, et j'en passe. Typiquement, aujourd'hui, on en veut à l'histoire de France d'avoir été violente, alors qu'à d'autres périodes, on célébrait, on était fiers de cette violence-là, parce qu'elle était à destination et au service d'un plus grand bien. Ça va de l'interdiction de la fessée au refus de la légitime défense, à l'esprit de consensus politique permanent. En gros, ce refus de la violence et de la confrontation et du conflit, cette idée-là, elle est partout.
On se retrouve donc aujourd'hui dans une société qui est incapable de comprendre et de produire de la violence puisqu'elle l'a condamnée moralement depuis 50 ans. Sauf que, et c'est là qu'on a un premier paradoxe, ça donne quoi concrètement une société qui prône la non-violence? Alors là, on pourrait se dire, une société qui prône la non-violence, c'est une société non-violente et opposée au conflit. Ça donne des individus non-violents, ça donne des individus respectueux, ça donne une baisse de la violence dans les rapports humains, théoriquement. Eh ben non. Précisément, statistique à l'appui, on assiste à l'inverse depuis 20 ans. On assiste à une explosion de la violence, qu'elle soit dans les rapports sociaux, la violence dans les discours et un retour du tragique via des faits divers terribles qui nous parviennent tous les jours. Mais alors, comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a un monde où, paradoxalement, la doctrine de la non-violence entraîne l'inverse, entraîne une explosion de la violence? Et pour répondre à cette question, il faut voir les conséquences très concrètes, les conséquences d'une société qui prône la non-violence sur les individus qui la composent. Et j'ai noté plusieurs choses, plusieurs conséquences dramatiques, en vrai, d'une société qui a prôné la non-violence aussi longtemps. Premier élément, ce culte de la non-violence a tué la vitalité des Français. Je m'explique. Quand on prône la non-violence, quand on refuse le conflit, déjà, on s'oppose à la nature même de l'humain. On nie tout un pan du vivant. On ne nie pas que la violence, en diabolisant la violence. On nie l'énergie, on nie la vitalité, on nie la tension, on nie le conflit, on nie le rapport à l'adversité. En fait, on évite à la société toutes les situations qui nous amènerait à être exposés à la violence et donc toutes les situations qui nous amèneraient à être exposés au conflit, à l'adversité, à la vitalité, à la tension, bref, à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, comme je le disais dans ma vidéo sur la testostérone, puisqu'on a délégué la régulation de tous nos conflits à l'État, on est devenu totalement assisté et infantilisé par ce même État. Avec le processus, ce cercle vicieux dont je parlais dans ma vidéo sur la testostérone, à savoir lié justement à ce désarmement des individus. Plus l'État protège, plus il infantilise. Plus il devient omnipotent, puisqu'on lui délègue de plus en plus de choses. Et plus la société devient passive et soumise et dépendante d'un État qui les infantilise. Bref. Et finalement, sans cette culture du conflit au niveau individuel, on s'en remet à l'État. Parce que nous, on devient des individus qui sont passifs. Retenez bien ça, ce sera essentiel pour la suite. On est dans une culture de la passivité. On observe. Et on est dans une culture de la passivité qui observe depuis très longtemps. Le problème, c'est que la violence et le conflit, puisqu'ils sont inhérents aux êtres humains et a fortiori aux sociétés humaines, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils posent deux problèmes. En tout cas dans nos sociétés. Premier problème, puisqu'on est dans des sociétés pacifiées qui les ont criminalisées, ils reviennent à la marge de façon débridée, de façon anarchique, de façon non maîtrisée et parfois importée de l'étranger. On va parler de cette citation qu'on nous ressort à toutes les sauces depuis la nuit des temps, à savoir « Les hommes créent les périodes de paix créent les hommes faibles et les hommes faibles créent les temps difficiles ». Citation du grand Ibn Khaldoun, connu sous le nom de cycle de la violence. Une société forte, capable de violence, retenez bien ça, capable de violence, impose la paix par dissuasion. C'est comme un giga tchad dans un bar, personne vient lui casser les couilles, il impose la paix. Mais cette paix qu'il impose est le fruit d'une violence qui est canalisée. C'est parce qu'il peut t'enculer qu'il t'impose la paix. C'est exactement comme la dissuasion nucléaire. Ensuite, deuxième point, les périodes de paix créent les hommes faibles. Et là, c'est le moment du ramollissement. Le confort matériel et l'État empêchent le développement des capacités d'autodéfense individuelle puis collective d'une société. Perd nos réflexes, littéralement. On n'est plus exposé au conflit, on évite le conflit et on devient faible. Du coup, cette faiblesse entraîne un retour du bâton inévitable parce que lorsque la violence revient, et elle revient toujours puisqu'elle est dans la nature humaine, lorsque la violence revient à l'intérieur d'une société comme à l'extérieur avec la guerre, puisqu'elle était refoulée, elle va revenir sous des formes barbares, et barbares au sens où elle n'est plus compréhensible, elle n'est plus audible pour nous, puisque ça fait 40 ans qu'on refuse d'y être exposé. Et c'est pour ça qu'une société qui refuse la violence et le conflit sain s'expose toujours à la violence brute, chaotique et destructrice. Et là, on pense aux émeutes, on pense aux pillages, on pense aux scènes de guerre dans les banlieues françaises et on pense aux agressions à la machette de plus en plus fréquentes dans certaines écoles et collèges de France. Je rappelle que les émeutiers, comme c'était raconté par mon gars, Amaury Bucco, commencent à rentrer dans les appartements et que la police, elle est débordée. Est-ce que vous pensez sincèrement que les Français sont capables, sont prêts à faire face à cette violence, à cette saevitia, à cette cruauté? Non. Justement parce qu'ils ont été conditionnés par la société à condamner le seul rempart qu'on ait face à cette violence, à cette saevitia, à savoir l'autre violence, la violence juste, la violence saine, la vis justa.
En fait, et ça va être peut-être un peu violent, mais en retirant à l'individu la capacité légitime à la violence saine, à la violence du père, la violence des hommes, à la violence des Français, à la violence des chefs, et en retirant l'autorité de manière générale, on n'a pas juste supprimé la violence, on a désarmé les bons et on a libéré les pires qui n'ont plus les bons pour les contenir. On a créé un écosystème parfait pour l'arrivée ou le retour de la violence gratuite, pour le retour des agressions ultra-violentes, pour la barbarie et pour l'insécurité absolue. Et pourquoi ? Parce que ceux qui auraient pu nous en protéger sont désarmés moralement. Et ça donne des situations qui sont ubuesques. On a banni la violence du débat public, mais on a des rappeurs qui menacent de décapiter des blancs. On a interdit la gifle à l'école pendant que des enseignants se font égorger. On a désarmé les commerçants pendant qu'ils sont pillés lors des émeutes. On a honte de notre armée, on n'investit plus dans la défense de notre propre sol, mais on dépend de la violence et de la force de l'OTAN. Bref, on a cherché à éradiquer le conflit pendant des décennies et il revient comme par effraction. Et comme dirait Philippe Meuret, on a produit des enfants rois qui meurent à la première gifle. Et c'est là qu'on entre dans le cœur de mon propos. Le titre de cette vidéo, c'est quoi ? C'est « Soyez capable d'être violent ». J'ai pas dit « soyez violent », j'ai dit « soyez capable d'être violent ». Et pour que vous compreniez bien ce que je vais dire dans les prochaines minutes, je vais vous faire une petite analogie. Analogie que j'avais déjà prise dans ma vidéo sur la haine. Imaginez une scène où un père de famille marche avec son fils de 5 ans dans la rue. Là, il croise la route d'un ingénieur afghan. Cet ingénieur lui sort le classique « passe ton tel, fils de pute ». Le daron, il s'exécute. Hop, tiens, il lui passe son tel en se pissant dessus. 3 minutes plus tard, son fils de 5 ans lui dit « Attends, dis-moi papa, t'es un peu une fiotte là, non ?» Et le daron, qui tremble encore, il lui dit « Ah non, je suis pas une fiotte, je suis non violent. » On entend ça, on souffle. On souffle parce que ce père de famille, il déguise sa faiblesse en vertu. Il n'a pas le choix d'être non violent. Il est impuissant face à la violence. Il tente de se convaincre, lui et les autres, que sa faiblesse est un choix, alors que sa faiblesse est précisément imposée par son corps de lâche et son absence de connaissance du conflit. En gros, ce daron, il rationalise sa faiblesse. Il tente de faire passer une faiblesse pour une vertu. Et ça va me permettre de définir certains concepts qui vont être essentiels pour comprendre ce que je suis en train de dire. 4 notions, dont une qu'on a déjà définie, la faiblesse, la vertu, la violence et la non-violence. La faiblesse, c'est l'incapacité à agir, à s'opposer et à se défendre. La vertu, c'est la capacité de faire le bien alors qu'on pourrait faire le mal. Donc la vertu est le fruit d'un choix libre. Et la violence, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'utilisation de la force pour imposer une volonté. Son corollaire inverse, la non-violence, c'est le refus conscient d'utiliser cette force. Et dans notre société, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas « est-on non-violent ?» mais plutôt « est-on non-violent parce qu'on l'a choisi ou parce qu'on n'a pas le choix ?» Et c'est là que le bât blesse, comme disent les fils de pute. Nous sommes dans une société qui fait passer sa non-violence pour une vertu morale, alors que nous sommes juste incapables de proposer autre chose que la non-violence. Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur « Vous n'aurez pas ma haine », explique que la vertu, c'est l'équilibre entre 2 excès. Ici, entre trop de violence et entre la lâcheté. Et plus généralement, quand on parle de crise de l'autorité en France, c'est la même dynamique. L'autorité, c'est quoi, fondamentalement ? Pourquoi on respecte naturellement une autorité ? Parce qu'on sait que cette autorité est en capacité de nous enculer sur place, mais qu'elle a choisi librement de ne pas le faire. C'est tout. Si un prof ne peut pas exclure un élève, si un père ne peut pas se faire respecter physiquement par son gosse, si un État ne peut plus protéger sa population et qu'il est lâche avec les criminels, si un policier ne peut pas arrêter un refus d'obtempérer, tous ces gens-là perdent l'autorité, simplement. Et là encore, on déguisera cette impuissance en sagesse. On dira « non, mais on ne veut pas briser les élèves ». On dira « non, mais on ne veut pas un État répressif ». Non, mais il ne faut pas stigmatiser. Non, il faut privilégier le dialogue. Non, la violence n'est jamais une option. Non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est de la rationalisation. En vérité, on a peur. On a peur des autres, on a peur du conflit et on a peur d'utiliser la force. Pourquoi ? Parce qu'on a éradiqué le conflit et la violence depuis 50 ans. L'étymologie fondamentale de l'autorité, c'est la puissance et le pouvoir. Donc l'autorité, ça induit forcément 2 choses. Ça induit le rapport de force et le conflit. Si on est incapable des 2, c'est normal qu'on n'ait plus d'autorité. On est en plein dans ce que Nietzsche appelait la morale des esclaves. Dans la généalogie de la morale, il explique qu'il y a 2 types de morale. Il y a la morale des maîtres, celle des hommes forts, celle de l'action, qui ne renie pas la puissance mais qui l'utilise
librement au service d'un idéal. Et on a la morale des esclaves. Morale des esclaves, c'est la morale des faibles, morale des impuissants, de ceux qui ne peuvent pas frapper et qui ne peuvent pas répliquer. Et comme ces esclaves sont incapables, comme ils sont faibles, ils vont inverser les valeurs. Ils prônent la non-violence et la soumission, non pas par vertu, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se rassurent en se persuadant que ne pas agir, c'est être au-dessus de ça. En gros, quand ta non-violence est le fruit de la peur de l'autre, tu n'es pas vertueux, tu es prisonnier de ta faiblesse. Tu n'as pas fait un choix libre, tu as subi ta non-violence. Au niveau individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie virilité, ça n'est pas d'être violent ou d'être faible, c'est d'être en capacité de choisir librement entre ces deux états, d'être capable de proposer au monde et aux autres un de ces deux états, de choisir librement entre ces deux états, de ne pas avoir peur d'en choisir un plutôt que l'autre. La vraie vertu, la vraie virilité quelque part, c'est d'être un guerrier qui choisit consciemment la paix. Et alors que faire? Parce que je suis désolé, je fais beaucoup d'étymologie, mais c'est extrêmement important. Être capable, du latin capax, c'est avoir la place pour, c'est pouvoir contenir. Être capable d'être violent, c'est avoir la capacité, c'est avoir la possibilité d'avoir le potentiel, la compétence de riposte vis-à-vis de la violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parfois se mettre dans des situations d'adversité pour fuir le confort immédiat et permanent, pour affronter le désaccord, pour dire non, pour prendre des risques et enfin pour défendre un idéal. Si on est très concret, ça veut dire faire des sports qui vous endurcissent, ça veut dire faire de la boxe, des arts martiaux ou du rugby, autant que pratiquer la méditation, la contemplation ou la pleine conscience, pour choisir, pour être justement en capacité de choisir entre ces deux états radicaux. Parce que, en gros, c'est être capable d'être dangereux. Parce qu'il n'y a qu'en étant capable d'être dangereux que vous pourrez imposer la paix à celui qui vous parle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. Je vous donne rendez-vous dans la description pour s'inscrire à ma newsletter. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Levez les yeux, le monde est beau. Prenez soin de vous et de vos proches. Time!